Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Déchirer les voiles, l'épisode numéro 72 ou 72 pour mes amis belges et suisses, du 3 mars 2025. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce lundi pour poursuivre avec vous les réflexions que je veux partager avec vous chaque semaine. Et je fais bien entendu le mieux que je peux, sachant que je suis loin d'être parfait. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de traiter de ce sujet que j'ai intitulé « La résistance entre relativisme et intolérance ». Ce qui fait que je ne vais pas encore vous parler de Trump, enfin je ne vais pas continuer à parler de Trump, en tout cas pas cette semaine, parce que je trouve que ce qui s'est passé la semaine dernière a été pour moi extrêmement important et je sais que vous avez été très nombreux à apprécier les recommandations que je vous ai faites. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai reçu un certain nombre de critiques très constructives que je ne veux pas passer sous silence et sur lesquelles même je veux rebondir pour effectivement préciser ce que je vous ai évoqué la semaine dernière. Et je dirais que c'est ça que j'apprécie vraiment dans ce dialogue que nous avons tous les lundis, c'est que, oui, effectivement, je suis seul à parler devant la caméra entre 20 et 50 minutes chaque lundi. Bon, ça, on est bien d'accord avec ça, mais pour autant, d'après moi, en tout cas, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue dans le sens où vous êtes extrêmement nombreux à réagir, à commenter, à me donner énormément d'informations que je ne connais pas la plupart du temps, et ça, je l'apprécie au plus haut point. Et lorsque vous m'interpellez de façon extrêmement pertinente, extrêmement juste, sur des choses qui pourraient prêter à confusion dans mes propos, eh bien, ça me semble parfois très intéressant de poursuivre la conversation dans la semaine suivante. Voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui, parce que en fait, donc ce dernier épisode où je vous entretenais de l'opposition contrôlée ou du contrôle de l'opposition, je voudrais repréciser d'abord le but que j'avais, c'était de vous proposer quelques recommandations qui me paraissent susceptibles de maintenir un climat de bienveillance, un climat de paix sociale, un climat serein au sein de la population. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que les gens qui sont au pouvoir, et ça c'est vrai depuis des milliers d'années, ont toujours eu intérêt à diviser la population et donc à créer de toutes pièces volontairement la division, la zizanie à l'intérieur de la population. De telle sorte que au sein de la population, on va se taper sur la figure allègrement, joyeusement et de façon éternelle, ce qui nous distrait du véritable enjeu. Parce que la véritable opposition, c'est entre ceux qui détiennent le pouvoir et qui s'arrangent grâce au pouvoir de pomper de plus en plus de richesses que nous, le peuple, nous produisons avec un dur labeur et énormément d'impôts que nous devons payer sur notre labeur, sur le fruit de notre labeur, et puis la population qui, elle, finalement, a très très peu de pouvoir de décision au niveau de la ligne politique d'un pays, de la gestion économique d'un pays, très peu de pouvoir aussi sur à quoi on va consacrer l'argent, quelles sont les priorités qui sont vraiment nécessaires pour le bien-être d'une population. Mais donc, en entretenant un climat de zizanie, un climat de méfiance, de défiance, un climat d'opposition et d'affrontement au sein de différentes factions de la population, à chaque fois, ça fait le jeu des gens qui sont au pouvoir. Et donc, les propos que je vous ai tenus la semaine dernière, à propos de l'opposition contrôlée, ou en tout cas les gens que l'on qualifie assez rapidement d'opposition contrôlée, si je vous ai fait ces recommandations, c'est parce que je suis très conscient qu'il est absolument vital, si nous ne voulons pas sombrer dans un régime totalitaire global, il est absolument nécessaire que
nous remettions en place au sein de la population au moins un climat de respect et de bienveillance. Ça va ? En fait, c'est ça mon but. Et c'est pour ça que je continue à m'entretenir avec vous tous les lundis, même si j'ai du travail jusqu'au-dessus de la tête, puisque, comme vous le savez, nous sommes en train de préparer l'ouverture des inscriptions de l'Académie des relations authentiques. Les ouvertures auront lieu du 12 au 23 mars. On a reculé ça d'une semaine, parce que on a eu tellement de commentaires positifs à propos des 3 premières vidéos gratuites, des 3 premières vidéos de formation gratuite que j'ai mises en ligne à votre intention, que nous avons décidé de reculer d'une semaine pour que beaucoup plus de personnes aient l'occasion de visionner ces vidéos de formation qui sont entièrement gratuites et qui ne vous engagent absolument à rien. Bon, je ferme ma parenthèse, mais je suis débordé de travail. J'ai encore beaucoup de vidéos à produire pour l'Académie de la santé intégrale. Donc, franchement, pour l'instant, je travaille 7 jours sur 7, mais ça me fait plaisir de continuer parce que je crois, enfin, c'est pas seulement une question de plaisir, c'est que je pense que nous devons tous garder en tête que chaque fois qu'il y a l'opposition, chaque fois qu'il y a des dissensions au sein de la population ou au sein de la résistance, nous faisons le jeu du pouvoir totalitaire. Ça me paraît extrêmement important de nous en souvenir. Et c'est la raison pour laquelle ils ont inventé un jour le concept de droite et de gauche. La droite politique et la gauche politique, l'extrême droite politique et l'extrême gauche politique. C'est pour qu'on se tape sur la gueule. Les démocrates et les républicains aux États-Unis, c'est exactement comme ça. Ça frise parfois la guerre civile. Les Tutsis et les Hutus au Rwanda et au Burundi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, on colle des étiquettes sur les gens et on leur fait croire par la suite que celui qui n'a pas la même étiquette que le premier est un ennemi qui veut notre mal. Alors qu'en fait, nous sommes tous logés à la même enseigne vis-à-vis du pouvoir. Ça va ? Bon. Ça, c'est la première précision que je voulais faire parce que ça me paraît essentiel. Et je vais continuer à œuvrer dans les semaines et dans les mois qui suivent pour que nous continuions à réapprendre, à tisser un réseau relationnel au minimum respectueux. J'ai pas dit qu'il fallait s'aimer les uns les autres. J'ai pas dit qu'il fallait... Je suis pas Jésus-Christ, d'abord. J'ai pas dit non plus qu'il fallait se faire des câlins, etc. Non, on peut être en profond désaccord avec quelqu'un, mais au moins le respecter. Ça, c'est le minimum que l'on puisse faire pour saboter le plan de l'élite mondiale. Bien. Deuxième chose sur laquelle j'ai été interpellé et qui va faire l'objet de cet épisode, c'est que j'ai été interpellé sur quelques points par 2-3 personnes et je trouvais ça tellement juste, tellement pertinent que je trouvais que ça valait la peine d'en faire un épisode complet de Déchirer les voiles. Première chose où j'ai été interpellé, c'est que quelqu'un me disait, tu sais Jean-Jacques, autant je reconnais ta compétence quand il s'agit des relations interpersonnelles ou quand il s'agit des questions de santé publique, de vaccination, de virologie, etc. Autant je trouve que tu es ignorant de beaucoup de choses sur le plan géopolitique et à ce niveau-là, je ne te suis pas. Bon, eh bien... Je répondrai à ceux qui disent que je n'y connais pas grand-chose au niveau géopolitique, c'est que vous avez tout à fait raison. Je n'y connais vraiment pas grand-chose au niveau de la géopolitique. Et donc, mon but n'est pas de faire de la géopolitique, mon but n'est certainement pas de vous éclairer au niveau d'une compréhension de ce qui se joue sur la scène internationale. Je n'ai pas la formation de base et je n'ai pas passé beaucoup de mon temps depuis l'âge de 18 ans, je dirais, pour essayer de démêler et de me tenir au courant de tous les rapports de force entre les pays, entre les blocs. Non, je ne suis pas un spécialiste de ça. Alors,
Pourquoi est-ce que je me permets quand même de parler, par exemple, de l'équipe de Trump et d'autres sujets? J'ai parlé de l'Ukraine, il y a des émissions que j'avais faites avec Théo Vox, où j'avais parlé du passé un peu trouble de Vladimir Poutine, etc. J'ai parlé de BlackRock, donc j'ai quand même abordé ces sujets. Mais en fait, moi, mon intérêt à aborder quand même de façon très superficielle ces sujets, c'est justement d'essayer de vous donner des repères, à vous qui m'écoutez, pour que vous puissiez garder un certain niveau de sérénité et un certain niveau de, j'allais dire, d'esprit sain, S-A-I-N, dans la tourmente qu'on est en train de nous imposer. J'ai fait allusion à plusieurs reprises dans les conversations du lundi au livre très intéressant de Naomi Klein qui s'appelle « La stratégie du choc ». Et Naomi Klein, qui est canadienne d'origine, elle vit aux États-Unis actuellement, décrit très très finement que l'élite mondiale, lorsqu'elle veut prendre le pouvoir sur une population, va répéter des chocs à intervalles réguliers vis-à-vis de la population pour mettre la population en état de sidération. C'est-à-dire que là, on est en train d'induire des chocs traumatiques vis-à-vis de la population pour que la population ne sache plus quels sont ses véritables repères, pour qu'elle soit complètement dans la confusion. Et grâce à cette confusion, grâce à ce choc traumatique, eh bien, on va pouvoir faire ce qu'on veut à peu près de la population. Et donc, moi, quand je vous parle de Trump, je suis pas en train de vous dire Trump c'est un méchant, Trump c'est un gentil. Non, ce que je suis en train d'essayer de brosser, d'essayer d'esquisser, c'est de dire attention. Il risque de mettre en place un événement qui va devenir pour l'essentiel de la population un nouveau choc traumatique. Le 11 septembre a été un choc traumatique. Les attentats du Bataclan, ça a été un choc traumatique. Le Covid, les mesures de confinement ont été un choc traumatique. Voyez ? Donc, et de façon répétée, je serais curieux d'ailleurs de voir s'il n'y a pas un espace régulier, un intervalle régulier où ils calculent à quel moment ils vont remettre la population en état de choc. Bon, c'est intéressant quand même, 2001, ça c'était le 11 septembre, 2009-2010 c'était la grippe H1N1, 2019-2020 c'était le Covid, donc c'est quasiment un intervalle de 9 ans. Donc si on prend 2019 plus 9, ça ferait 2028, ben, peut-être que 2028 serait le nouveau énorme choc. Et ce choc risque d'être d'autant plus violent pour nous que nous n'aurons pas été capables d'anticiper ce qu'ils sont en train de préparer. Donc, je ne suis pas en train, et ça c'est aussi un reproche qui m'est fait régulièrement par certains d'entre vous, et j'accepte vraiment ces reproches, parce que la plupart du temps ils sont formulés de façon respectueuse, et je l'apprécie beaucoup. On me reproche parfois en disant « Oui mais Jean-Jacques, lorsque tu évoques les sales coups qui pourraient être perpétrés par l'administration Trump dans l'avenir, tu es en train de créer la manifestation d'un futur potentiel. » Et je salue au passage mon ami Philippe Guimand qui effectivement nous enseigne que collectivement nous pouvons faire changer notre futur si nous nourrissons une vision d'un monde qui soit différente du monde que nous sommes en train de subir. Bon, mais je suis complètement d'accord avec ça. Mais ce que Philippe Guimand dit aussi de façon très claire, c'est que on est capable d'influencer notre futur et de faire dévier notre futur collectif si les émotions qui sont associées à ces visions sont des émotions agréables, sont des émotions
positives, entre guillemets, je déteste parler d'émotions positives, mais d'émotions agréables, de bienveillance, etc., etc. Et donc, quand moi je vous parle de coups, de sales coups qu'on pourrait nous faire, à nous, la population, j'essaye d'être le plus neutre possible sur le plan émotionnel, ce qui fait que je ne pense pas contribuer à la manifestation des événements. Mais quand je vous dis ça, si je vous dis par exemple, attention, dans 3 jours, admettons qu'on vit tous en Guadeloupe, ou à Cuba, ou, bon, sur des îles des Caraïbes, où régulièrement il y a la saison des ouragans, des cyclones, entre le mois de septembre et le mois de novembre, hein, plus ou moins. Donc si je vous dis, on est en plein mois d'octobre, et si je vous dis, attention, il y a une alerte d'ouragan de force 4 dans 3 jours, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous préparer. C'est-à-dire, vous allez anticiper. Et pas dans la panique, justement, parce que vous savez que c'est dans 3 jours. Donc, comme vous savez que c'est dans 3 jours, vous allez ranger votre mobilier de jardin, vous allez le rentrer dans la cabane, par exemple, vous allez, je ne sais pas moi, vous allez mettre des panneaux de bois sur les grandes baies vitrées de votre villa ou de votre logement, vous allez mettre à l'abri votre voiture pour que la voiture ne soit pas emportée, enfin... Je ne sais pas ce qu'on fait en cas d'ouragan, parce que moi, je n'ai jamais vécu un ouragan de près. Bon, mais vous allez le faire. Et puis, quand l'ouragan va arriver, vous allez être tranquille. Voilà. C'est ça que je veux faire avec vous. C'est pour ça que je flirte de temps en temps avec des questions de géopolitique. Pas pour vous expliquer les dessous et les ressorts de la géopolitique. Écoutez, pour ce faire... Allez écouter des gens comme Pierre Hillard, Youssef Indy, Rachid Achachi, qu'est-ce qu'il y a encore allez écouter Eric Verhagen, Michel Collomb, etc. Ce sont tous des gens, et plein d'autres, hein, voilà, je vous les donne comme ça de mémoire. Ce sont des gens extrêmement au courant, oui. Thierry Messant, bien entendu. Thierry Messant est absolument remarquable. Il faut l'écouter, Thierry Messant. Franchement, lui aussi, on l'a étiqueté comme un fou furieux lorsqu'il a osé dénoncer, parmi les premiers, l'imposture du 11 septembre. Mais allez écouter ce bonhomme. Ce gars, il en sait 100 fois plus que la plupart des observateurs politiques qui sont invités sur les plateaux de télévision. Eux vont vous donner des repères très fiables de ce qui se passe au niveau géopolitique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté psychologique, c'est le côté psychose collective, c'est comment prévenir la psychose collective. Est-ce que vous comprenez mieux mon positionnement ? Et bon, vous savez que je diffuse les travaux du Dr Hammer depuis plus de 30 ans maintenant. Je connais les travaux du Dr Hammer depuis 1988, mais j'ai commencé à en parler véritablement à partir de 95, quelque chose comme ça. Donc ça fait exactement 30 ans. Le Dr Hammer dit que pour vivre un choc traumatique, un des critères, bon, il faut que ce soit un choc brutal, d'une intensité dramatique, vécu dans l'isolement, ça veut dire vécu sans être capable d'évacuer le stress émotionnel qui est associé à ce choc. Et le 4e critère que le Dr Hammer donne, c'est qui nous prend à contre-pied. Et lorsque ça nous prend à contre-pied, c'est là que le choc traumatique peut déclencher un traumatisme qui peut éventuellement provoquer une somatisation. Bien. Eh bien, en fait, c'est ça que je veux éviter lorsque je vous préviens et lorsque je vous dis « Faites attention, si Trump fait un certain nombre de choses qui vont être qualifiées de positives, entre guillemets, de bien, nous serons d'autant plus pris, enfin, nous risquons en tout cas d'être d'autant plus pris à contre-pied si à un moment donné, les choses se retournent et où là, vous découvrez que, en réalité, on est dans un système totalitaire encore pire que ce qu'on avait imaginé, mis en place par la même équipe, Trump et compagnie. Vous voyez ce que je veux dire ?
Donc moi, c'est ça que je veux faire. C'est vous prévenir de l'ouragan qui risque d'arriver pour que vous ne soyez pas pris à contre-pied. Parce que si vous n'êtes pas pris à contre-pied, ben vous allez garder votre centrage. Vous serez capable de garder votre souveraineté. Pour moi, garder sa souveraineté, c'est la priorité absolue. C'est ça ma vocation en tant que formateur professionnel depuis 1989, c'est-à-dire depuis 36 ans. Depuis 36 ans, je n'ai eu de cesse qu'à favoriser chez les individus que j'ai formés à ce qu'ils soient capables de reprendre leur vie en main de façon souveraine et autonome, avec beaucoup plus de conscience. Le reste, je l'aborde, même si ça ne m'intéresse pas plus que ça, pour illustrer comment nous pourrions être mis en état de choc traumatique. Ça va? Donc, ne comptez pas sur moi pour avoir des analyses fines sur le plan géopolitique. Vous n'en aurez jamais. Ce n'est pas ma spécialité. Par contre, je suis un grand spécialiste des phénomènes de manipulation et de pouvoir. Toute ma carrière a démarré, en tant que formateur, a démarré sur le thème des jeux de pouvoir. C'est avec ce thème-là aussi que le Palais Royal de Belgique, en 1994, a essayé de me recruter. Et ils ont voulu me faire travailler au service des rédacteurs en chef de la presse écrite, de la presse radio et de la presse télévisée, pour que je leur apprenne à mieux manipuler l'opinion publique. Et on me déroulait un tapis rouge et un pont d'or pour que je me retourne finalement contre la population et pour être au service de ces pourris. Et bien entendu, j'ai refusé. Instantanément. Même si le colonel Vassen m'a dit « Mais réfléchissez à la proposition que je vous fais parce qu'il y a quand même beaucoup d'avantages. » J'ai dit « Mais c'est tout réfléchi. Moi, ma vocation... » Et c'est ça qui me permet de continuer à me regarder dans une glace le matin, dans un miroir le matin. Ma vocation, c'est d'aider les gens à repérer les jeux de pouvoir, à repérer tous les sales coups qu'on essaye de leur faire, que les puissants essayent de leur faire, pour ne pas ou ne plus être manipulés et manipulables. Donc, ne comptez pas sur moi. Bon, je ferme ma parenthèse, mais pour moi, c'est important que vous compreniez que c'est ça que je veux vous apporter à travers toutes mes communications gratuites, et y compris les 5 heures de formation que j'ai créées et auxquelles vous avez déjà accès actuellement dans le cadre du lancement de l'Académie des relations authentiques. Dans cette académie, j'enseigne comment repérer de façon très précise, très subtile, et comment surtout désamorcer les jeux de pouvoir interpersonnels. Parce que si on n'est pas capable de faire ça, on est encore le jouet de forces qui nous échappent complètement. Dernière remarque qui m'a été faite et sur laquelle je vais m'étendre un peu plus, c'est « Oui mais Jean-Jacques, quand tu dis ça, est-ce que tu ne serais pas tombé dans le relativisme ?» C'est-à-dire en nous disant « Allez écoutez tous les lanceurs d'alerte finalement, et puis faites le tri par la suite, mais allez les écouter parce que c'est différents points de vue. Est-ce que ça voudrait dire que tout est bon, hein ? Est-ce que toutes les positions des résistants sont acceptables ? Et je dirais non, sûrement pas. Donc toutes les positions des lanceurs d'alerte ne sont pas acceptables. Toutes les positions des lanceurs d'alerte ne se valent pas. Mais, et c'est ça mon propos d'aujourd'hui, ce n'est pas une raison de jeter l'anathème sur eux. Ce n'est pas une raison de tomber dans l'intolérance. D'où le titre de cette vidéo d'aujourd'hui, la résistance entre relativisme et intolérance. Alors je vous ai préparé un petit topo qui, à mon avis, va vous éclairer sur ce que j'entends par relativisme et intolérance, parce que, effectivement, je ne suis ni dans la position de la relativité absolue, de dire finalement tout se vaut, toutes les positions sont acceptables, toutes les positions sont valables, tout est bien. Non, ça c'est du relativisme absolument insupportable et auquel je ne souscris absolument pas du tout.
Et de l'autre côté, on a l'intolérance absolue qui est tout de suite, dès qu'on n'est pas d'accord avec un argument ou une action ponctuelle de quelqu'un, on va dire ben celui-là, c'est un salaud, c'est une crapule, c'est quelqu'un de l'opposition contrôlée, c'est un complotiste, c'est un conspirationniste, c'est un gars de l'extrême droite, etc. Écoutez, laissez ça à Rudi Reichstadt et Tristan Mendes France. Laissez ça aux journalistes. Eux, c'est leur métier. Ils sont payés pour coller des étiquettes sur les gens qui ne sont pas d'accord avec la voix du gouvernement. Mais laissez-leur là. Soyez plus malins qu'eux. Arrêtez de jeter l'anathème, arrêtez de jeter le discrédit sur les différents lanceurs d'alerte. Alors, c'est là où je vais vous donner un outil que j'enseigne dans l'Académie des relations authentiques. C'est distinguer ce que fait, ce que dit la personne d'un côté et ce qu'est la personne de l'autre. Et ça, dans quasiment toutes les théories de communication, c'est le genre de choses sur lesquelles on fait une distinction que je trouve très utile. C'est-à-dire que, au lieu d'être dans le relativisme ou au lieu d'être dans l'intolérance, on peut très bien avoir des convictions fortes. Je vous ai dit que moi, je suis quelqu'un qui a des convictions très fortes, mais je n'ai pas de certitude. J'ai des convictions par contre, et je suis prêt à me battre pour défendre mes convictions. Et quand j'entends un lanceur d'alerte, un gardien de l'humanité, un résistant, dire des choses qui me choquent, eh bien, je pourrais dire des choses comme « Je ne suis pas d'accord avec toi. Je n'accepte pas ton argument. Je suis en désaccord total avec ta position. » Ça peut être aussi par rapport à ce que la personne fait. Je peux très bien dire « Je n'accepte pas ton comportement. Je refuse de cautionner ce que tu viens de dire ou ce que tu viens de faire. » Donc, en fait, ce sont des phrases à la limite que vous pouvez noter, parce que ça va vous être utile. Je suis en train de vous donner un petit cours de communication, là. Vous voyez, au lieu de dire ouais, tu fais partie de l'opposition contrôlée. Ouais, celui-là, c'est une crapule. Ouais, c'est le... Non, arrêtez. Parce que vous voyez la différence entre je n'accepte pas ton comportement et je n'accepte pas qui tu es. Et ça, ce sont des choses que j'ai faites avec mes enfants dès leur plus jeune âge. C'est de dire à mes filles, je ne tolère pas ton comportement, mais ça ne veut pas dire pour autant que je ne continue pas à t'aimer. Ou je ne tolère pas ton comportement, je n'accepte pas ton comportement, c'est inacceptable pour moi, je n'accepte pas ce que tu viens de dire, c'est irrespectueux, mais je continue à t'aimer en tant qu'enfant, en tant qu'être humain. Et ce que je te demande, c'est de me respecter en tant qu'être humain. Tu peux être pas d'accord, tu peux être fâché sur moi parce que je t'ai interdit de manger le délicieux chocolat belge alors qu'on va souper dans 10 minutes. Ok, mais je ne tolère pas que tu me traites de cette façon. Donc, je refuse ton comportement, mais je continue à te respecter au niveau de ta personne. Et ça, pour moi, ça devrait être notre façon d'interagir les uns avec les autres au sein de la résistance et même au sein de la population. Je ne partage pas ta vision des choses, je ne partage pas ton avis, plutôt que de dire « tu es un menteur ». Vous entendez? C'est « tu es ». Donc on colle une étiquette, tu es une crapule, tu es un menteur, tu es un salaud, tu es un traître, tu es quelqu'un de l'opposition contrôlée, etc. Non, 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 je ne cautionne pas, je ne suis pas d'accord, je n'ai pas la même vision que toi. Et ça, vous pouvez être très ferme sur votre position. Mais vous sentez, enfin j'espère que vous sentez que énergétiquement, je ne suis pas en train d'attaquer l'autre. Je dis simplement,
je n'accepte pas, je n'accepte pas ton comportement, ta position, tes actions. Et je ne les cautionne pas. Et je suis prêt même à les dénoncer. Mais toi, en tant qu'être humain, je te respecte. Je vais vous donner un exemple. Je vous ai parlé du professeur Raoult la semaine dernière, et c'est clair que comme tout le monde, entre février 2020 et juillet 2020, j'ai été de ceux qui ont applaudi Raoult en disant « tiens, ça, c'est le caillou dans la chaussure de l'élite mondiale, bravo, il est en train de proposer une solution à une pseudo-pandémie, mais admettons que la pandémie existe, mais moi je ne suis pas persuadé, mais enfin admettons qu'elle existe, parce que là on n'avait pas encore assez de recul, et c'est très bien parce que si l'ivermectine et puis l'azithromycine, etc., si l'hydroxychloroquine, au départ c'était l'hydroxychloroquine, sont acceptés par la santé publique, en fait on ne va pas nous imposer, ils ne pourront pas nous imposer la vaccination, puisque en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais les règles en matière de santé publique, c'est qu'on ne peut développer un vaccin en accéléré que si on est capable de faire la démonstration qu'il n'existe aucun traitement existant alternatif. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait absolument tuer l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, l'artémisia annua et l'ivermectine, parce que si c'était reconnu par l'OMS ou reconnu par la santé publique d'un pays, eh bien, il était impossible à ce moment-là d'argumenter le fait qu'on allait squeezer et qu'on allait bypasser tous les tests de mise au point du vaccin contre le Covid-19. En fait, c'était ça l'enjeu. Et donc, j'ai applaudi, bien entendu, Didier Raoult en disant « Waouh, celui-là, il a des couilles et j'espère qu'il va pouvoir tenir. » Et en plus, il soignait les gens. Il accueillait les gens, et même les gens de la classe politique française, entre autres, allaient en stummelings, comme on dit en Belgique, donc en catimini, en essayant de ne pas se faire voir, pour aller se faire soigner à l'hydroxychloroquine, sur laquelle, par ailleurs, il tapait officiellement dans les médias. Marrant quand même. Bon. Donc, c'est clair que j'ai été un partisan et quelqu'un qui a supporté Raoult jusqu'au mois de juillet 2020. Et lorsque j'ai découvert, je pense que c'était Denis Rancourt qui a été le premier à m'alerter là-dessus, quand j'ai découvert que les tests PCR, en fait non, je devrais dire, quand j'ai découvert que la PCR était un protocole qui est utilisé dans beaucoup de laboratoires de biologie, et que ça ne pouvait absolument pas, dans aucune condition, être utilisé comme un test, parce que ce n'est qu'un amplificateur, mais c'est un amplificateur qui ne nous donne aucune notion de la quantité de charge virale qu'il y a à l'intérieur d'un individu. L'image que je pourrais vous donner, c'est si vous prenez un amplificateur sur une chaîne hi-fi, si vous mettez plus fort l'amplificateur ou moins fort de l'amplificateur, c'est pas l'amplificateur qui va vous dire si on est en train de jouer du Mozart, du hard rock, du heavy metal ou du Yves Duteil. Non, l'amplificateur, lui, il amplifie, mais il ne vous dit pas ce qu'il amplifie. Eh bien, et dans quelle quantité? Il ne va pas vous dire la durée du disque, par exemple. Bon, je sais que mon analogie est peut-être un petit peu bancale, mais j'ai compris, en écoutant aussi les interviews de Karim Mullis, qui était l'inventeur de la PCR. Parce que la PCR n'a jamais été un test. Et Karim Mullis a été un des plus grands ennemis et opposants d'Anthony Fauci, et ils se sont chamaillés, ils se sont battus
Parce que Karim Ulysse disait « On utilise mes tests PCR pour faire croire aux gens, aux pauvres gens, qu'ils ont le sida. » Alors que mes tests ne mesurent absolument rien. Mais ces tests, à partir du moment où ils ont été mis au service du dépistage du sida, c'est-à-dire du VIH, mais on a mis aussi une confusion entre le VIH, la charge virale et le sida, eh bien, on a commencé à tuer énormément de personnes avec le traitement à l'AZT, etc. Et ça c'est un criminel comme Anthony Fauci qui a fait ça. Et le grand opposant de cette, je dirais, de cette imposture, c'était Karim Ulysse. Comme par hasard, Karim Ulysse est tombé mort de façon très opportune au mois de juillet-août 2019. Alors, on peut se demander si on est complotiste, est-ce que sa mort était naturelle ou est-ce qu'elle a été provoquée? Parce que, effectivement, s'en venait la pandémie de Covid-19 et qu'il fallait absolument faire taire l'inventeur des tests PCR. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? C'est quand j'ai entendu Didier Raoult faire la promotion à tire-larigot des tests PCR, j'ai fait une chronique dans Libérer l'Info, non, pas dans Libérer l'Info, pardon, dans l'Info en question. Une de mes premières chroniques, c'était en juillet ou août 2020, en compagnie de Salim Laibi, il y avait Tal Schaller, il y avait Sophie Meulemans, je ne sais pas s'il y avait Chloé Framery, il y avait Emma Cruzy, etc. Donc on était toute une bande, et moi j'ai fait ma chronique sur je dirais la non-pertinence d'utiliser la PCR pour faire des tests. Bon, j'ai fait aussi quelque chose sur les masques, en disant que les masques ne servaient absolument à rien, même pas pour les chirurgiens. Bon, bref. Mais quand j'entends Didier Raoult faire la promotion des tests, là, ce que je peux dire, c'est « Je ne suis pas d'accord du tout avec cette position. » Et je ne cautionne absolument plus, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce que je dis, c'est « je ne fais plus confiance dans la parole de ce bonhomme ». J'ai applaudi aussi lorsque, vers le mois de mai 2020, Didier Raoult a dit de toute façon, c'est à l'époque où il faisait la promotion de l'hydroxychloroquine. Il a dit de toute façon, vacciner une population en pleine pandémie, c'est stupide. Je le cite, c'est inutile. Parce que la vaccination est supposée avoir une action prophylactique, c'est-à-dire une action de prévention. Je l'ai entendu dire ça. Et 1 an plus tard, en 2021, il recommande non seulement aux soignants de ne pas aller contre la loi, mais il va plus loin puisqu'il recommande aux jeunes et aux femmes enceintes d'aller se faire vacciner. Là, de nouveau, je dis, je suis en profond désaccord avec sa position. Et un résistant que j'avais approché parce que je le trouvais intéressant, et je ne citerai pas son nom, et je lui avais proposé, parce que je l'avais repéré chez Akina, et je lui avais proposé qu'il vienne dans l'émission de Libérer l'Info comme invité, parce que je trouvais que ses positions étaient intéressantes. Et on a commencé à dialoguer de façon très courtoise jusqu'au moment où, je ne sais plus pour quelle raison, une mouche l'a piqué, et où il m'a dit « Mais de toute façon, Jean-Jacques, tant que vous ne direz pas en public que Raoult est une sale crapule, je vous considérerai comme faisant partie de l'opposition contrôlée. » Voilà, ça c'est ce qu'il m'a écrit, et notre relation s'est arrêtée là parce que je ne traiterai jamais Raoult de crapule, je ne traiterai jamais Raoult de traître. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que je suis en total désaccord avec les positions qu'il a prises en matière de tests PCR et en matière de vaccination. Alors maintenant, est-ce que c'est parce que... Oui, et ce que ce monsieur me disait aussi, c'est que
Didier Raoult avait des conflits d'intérêts majeurs avec Mérieux, avec la galaxie Mérieux. Et que, en fait, mais ça, il ne l'avait jamais déclaré. Bon, je n'avais pas assez d'éléments à ce moment-là pour vérifier si oui ou non Didier Raoult avait des conflits d'intérêts avec la famille Mérieux et avec les industries Mérieux. Donc, voilà. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'étais totalement déçu. Et à partir de là, moi, je ne fais plus confiance en Didier Raoult. Est-ce que c'est pour ça que je vais arrêter de l'écouter? Non, parce que régulièrement, il dit des choses extrêmement intéressantes. Est-ce que vous comprenez la différence entre continuer à respecter un homme comme Didier Raoult en tant qu'être humain et de dire « je suis mais totalement en désaccord » et non seulement je suis totalement en désaccord, je ne le suis pas là-dessus et je ne lui fais même plus confiance. Je ne fais même plus confiance dans le fait qu'il est utile dans le combat que nous sommes en train de mener. Bon, j'espère que cet exemple vous aura été utile et vous pouvez multiplier ces exemples parce qu'il y a des gens qui tiennent des positions en étant inconscients que leur position est totalement non confirmée par les faits objectifs. C'est-à-dire que c'est une opinion qui n'est basée sur aucun fait. Ça va ? Donc, je pense que je vais en rester là. Je vous avais préparé encore quelque chose sur l'entrevue entre Trump et Zelensky. Et bon, je vois que ça fait déjà 42 minutes que je vous parle, donc peut-être que je vous en parlerai la semaine prochaine, une fois qu'on aura pris un peu de recul. Donc je vais terminer cet épisode d'aujourd'hui en vous recommandant encore une fois d'aller visionner les vidéos gratuites. Donc c'est gratuit, il n'y a aucune obligation pour vous, mais franchement, ce que je traite dans cette série de vidéos de formation gratuite, ce sont les racines inconscientes, les dimensions inconscientes, et je mets ça au pluriel, les dimensions inconscientes de nos relations interpersonnelles. Et donc, il y a une première vidéo qui s'intitule « En finir avec l'inconscience relationnelle », justement, et je vous donne 9 éléments qui démontrent qu'on sabote et on saborde nos relations interpersonnelles sans le vouloir et sans le savoir. La deuxième vidéo s'intitule « En finir avec le contrôle pour survivre ». Et là, je vous fais la démonstration que lorsqu'on essaye de contrôler quelqu'un dans une relation interpersonnelle, eh bien, je vous montre pourquoi, la plupart du temps, on obtient exactement le contraire de ce qu'on essaye d'obtenir en contrôlant cette personne. Et je vous fais la démonstration de 4 cercles vicieux qui me paraissent assez communément présents dans les relations. La troisième vidéo, qui est déjà accessible également, s'intitule « En finir avec les répétitions désespérantes ». Et là, on va encore un peu plus loin, puisque je vous montre que ces cercles vicieux dont je vous avais parlé dans la deuxième vidéo engendrent des répétitions, donc des situations répétitives régulières, qui vont nous empoisonner de plus en plus notre existence quotidienne. Et je vous offre dans cette troisième vidéo une question que je qualifie de question en or massif pour justement aller désamorcer ces répétitions désespérantes. Et ce vendredi 7 mars, vous aurez la possibilité de visionner la 4e vidéo qui s'intitule « En finir avec la peur de l'inconnu » parce que ça aussi, c'est un des éléments qui, je dirais, détruit la qualité de nos relations interpersonnelles. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Donc le lien se trouve affiché pour l'instant ici à l'écran. Il suffit que vous le recopiez, il n'est pas très très long, ou le lien se trouve sous la vidéo. Je vous donne rendez-vous donc lundi prochain pour poursuivre avec vous ces conversations. Alors c'est plus des conversations du lundi, ce sont des épisodes de Déchirer les voiles, mais c'est toujours avec grand plaisir que je vous lis au niveau de vos commentaires
commentaires. C'est avec grand plaisir aussi que je télécharge, je note tous les liens que vous me donnez de vidéos, etc. Et ça va me faire 10 ans de travail à partir de la matière que vous me donnez depuis quelques semaines. Mais ça va me faire du bien parce que je vais apprendre beaucoup plus de choses, entre autres au niveau de la géopolitique. Alors, merci de votre attention et à la semaine prochaine.